21h30. Jean Bullshit Job rentre une journée de travail. Dans son appartement de 10 mètres carrés, personne ne l'attend, à part un ordinateur en veille. D'un geste machinal, il ranime l'écran et ouvre Netflix. C'est parti pour l'épisode 6 de la saison 4 de sa série préférée de la semaine. Pas envie de voir du monde ce soir, ou d'ouvrir un bouquin. La flemme. Et rien ne peut être plus intéressant que cette intrigue si bien ficelée. Intrigue qu'il aura oubliée la semaine prochaine, lorsqu'il découvrira sa nouvelle série préférée. Chers auditeurs de Fréquence Soleil Vert, bonjour. Bienvenue dans cette nouvelle émission intitulée Netflix is the New Porn. Votre serviteur Ravage est aux commandes, accompagné aujourd'hui de Becker. Bonjour. Et de Ivanov. Bonjour. Et bien sûr de l'ineffable camarade Flanders. Bonjour. Donc rapidement, Becker, toi tu es étudiant en cinéma, c'est bien ça? Oui. Et Ivanov, tu es docteur en sciences politiques. C'est ça. D'accord. Bon donc Netflix, c'est pas le seul service qui propose, qui met à disposition du streaming en ligne. Il y a également Disney, Apple, etc. Mais on va se focaliser sur le cas de Netflix parce que c'est un peu la tête de proue de ce phénomène. Pour commencer par toi Becker, est-ce que tu pourrais nous, pour des gens qui ne seraient pas de notre dimension, expliquer un petit peu ce qu'est Netflix en quelques chiffres? Alors, Netflix est présent dans 190 pays, donc plus de 27 langues quand même. Donc 135 millions de foyers, il y a 6 millions d'abonnés en France. Et par exemple en 2018, ils ont fait un chiffre d'affaires ils ont fait une recette de 15,8 milliards de dollars. Et comme l'a dit le PDG de Netflix, Reed Hastings, le but pour eux, enfin leur concurrence, c'est pas Warner, c'est pas les productions américaines, c'est les plus grandes entreprises mondiales. Donc c'est Amazon ou Apple par exemple, qui eux-mêmes d'ailleurs ont lancent en ce moment leur propre plateforme de streaming. Et à l'origine du coup Netflix c'était pas du tout leur service qu'ils proposaient, c'était pas du tout ça, c'était de la vente de DVD, c'est bien ça? Bah c'était un peu le même concept dans le sens où ils faisaient de la location en ligne, mais ils faisaient livrer des DVD en fait à domicile. Donc à peu près le même concept dans le sens où de toute manière c'était à domicile, mais c'était différent parce que c'était le format physique et c'était pas il n'y avait pas encore l'abonnement mensuel. Ça a été créé en 97 en fait, Netflix. Donc c'est pas si récent que ça. Enfin, le phénomène est récent, mais l'entreprise ne l'est pas. Et alors en quoi, je veux dire toi Ivanov ou autre, mais en quoi réside l'originalité et la raison du succès colossal de Netflix? Alors, je pense que le succès colossal de Netflix vient essentiellement de leur arme de choix qui est les séries dont la narration est extrêmement calculée pour rendre le téléspectateur addict. Ça veut dire qu'on est passé dans un paradigme aujourd'hui où capter l'attention du téléspectateur c'est la principale stratégie pour tous ces acteurs du numérique, de la télévision, des médias, mais en fait Netflix c'est un peu une sorte d'extension de la télévision. Et leur idée, c'est d'attirer les téléspectateurs dans leur abonnement et ensuite de les garder abonnés le plus longtemps possible au moyen de séries qui vont le rendre accro le plus longtemps possible, puis de lui proposer par la suite, grâce à leur algorithme de recommandation, des nouvelles séries qui vont lui plaire pour qu'il reste abonné, éventuellement qu'il ramène ses amis, et ainsi faire leur chiffre d'affaires. Ce qui est très différent en fait du paradigme de la télévision d'avant, où en fait l'argent venait de la publicité, plutôt que de l'abonnement, et en fait on cherchait sur des pics d'audience, sur des soirées, à avoir un maximum de téléspectateurs, plutôt qu'à les rendre accros et à les garder le plus longtemps possible. Et d'ailleurs, le piège Netflix, c'est les 30 premiers jours gratuits. Quand vous êtes une personne lambda qui connaît pas trop Netflix, vous vous dites, bon, tout le monde regarde, donc je vais au moins tester, je vais au moins regarder une série Netflix dont tout le monde me parle. Et puis en fait, je vois qu'il y a 30 premiers jours gratuits, donc je vais faire les 30 premiers jours, et puis si je suis pas obligé de m'abonner après, hein, je peux faire les 30 premiers jours gratuits, et puis c'est fini. Et en fait, Netflix va me piéger parce que je fais les 30 premiers jours gratuits, et je regarde une série, c'est absolument génial, et je deviens de plus en plus accro, et finalement je me retrouve à avoir un abonnement mensuel, et à rester des années sur Netflix, alors que de base je voulais juste rester quelques jours. Ouais, c'est un peu le même phénomène que je sais pas, par exemple les salles de sport, c'est un peu des abonnements de ce type-là. Le premier mois est toujours gratuit, et après,
Après, il n'y a pas les motivations à avoir pour aller dans Non. le de sport. Alors, C'est le mauvais exemple. Mais le bon exemple, ça serait plutôt la comparaison avec Coca-Cola qui avait fait la même chose au Mexique, avec 6 mois de Coca-Cola gratuit au début pour tous les Mexicains. Et après, c'était devenu payant et c'était tous addicts au sucre. Ouais. Et du coup, maintenant, ils impressionnent tous. Je pense que c'est une meilleure comparaison parce que la stratégie des salles de sport, souvent, c'est de te rendre de t'accrocher contractuellement. Ça veut dire qu'une fois qu'on a fait la première année gratuite, c'est compliqué de se désabonner, il y a toujours des problèmes administratifs. Alors Netflix sont complètement persuadés à la fois de la qualité de leur service et de sa capacité à rendre addicts les gens. Et en fait, même on voit quand on leur demande en fait si ça les dérange ou s'ils vont faire des actions pour limiter les partages de comptes. C'est-à-dire qu'en gros, moi je peux vous donner mon mot de passe Netflix, n'importe qui peut regarder des séries et personne ne sera inquiété. Ça les dérange pas parce qu'ils vont se dire, bah voilà, pour nous ce qui est important c'est qu'un maximum de gens essayent Netflix, ça nous fera à terme un maximum d'abonnés et du coup ça permet d'entretenir la machine. Oui, puis de toute façon, l'addiction Netflix, ça vient de plusieurs facteurs. Déjà, il y a l'addiction technologique, puisque c'est un système de confort. On est à la maison, il n'y a pas de pub, il n'y a pas de DVD à recevoir, puisque maintenant ils ont tout mis en numérique. Et l'addiction numérique en elle-même qui est présente, puisque c'est du comportementalisme. En fait, le numérique, c'est un hypnotisant naturel, enfin, pas tellement naturel au final, mais et qui du coup a déjà son effet propre, et auquel vous rajoutez, comme l'a dit Ivanov, l'effet des séries avec les scénarios préécrits pour rendre les gens addicts, forcément on peut qu'y revenir. Surtout que, pour revenir sur ça, par exemple, c'était quoi, un scénariste de la série Maniac, il me semble, donc qui travaillait pour Netflix, disait qu'il y avait souvent un agent Netflix qui était là, qui lisait le scénario, puis qui disait par exemple là, à cet endroit-là, si on fait ça dans la série, on perdra tant de spectateurs. Donc ça veut dire en fait qu'ils calculent tout au millimètre près, et ils savent à quel moment ils peuvent perdre un spectateur, à quel moment le spectateur il peut regarder le C'est film amusant, il y a sur son South Park portable. qui avait fait un épisode pareil, sauf que bon, ça prenait l'image du gouvernement chinois qui envoyait des agents pour modifier les films pour qu'ils soient en accord avec les attentes de l'État chinois et la population chinoise. C'est amusant parce que bon, South Park avait fait une discussion parallèle. Je pense aussi que là on touche aussi à une des grandes forces de Netflix qui est l'usage des données personnelles. C'est que c'est une des grandes nouveautés dernièrement, c'est qu'on a maintenant des capacités informatiques pour traiter des volumes de données incroyables, et que Netflix ont des teams d'ingénieurs et de statisticiens qui sont extrêmement compétents et capables justement de regarder et de mesurer l'effet de chaque petit détail du scénario sur leur audience. Et là-dessus, les acteurs français et les acteurs de la télévision sont à des années-lumière de retard, parce que bon, si on compare avec Canal+, par exemple, qui essaye de concurrencer avec MyCanal, ce que font Canal+ en termes de gestion de données, c'est juste essayer de trouver des scores pour calculer la probabilité qu'un abonné s'en aille, et s'il est jugé prompt à s'en aller, on leur envoie des mails lui faisant des offres à moins 20%, mais ça n'a absolument rien à voir. Sachant que maintenant, Canal+ est en partenariat avec Netflix. Ouais, c'est-à-dire que Canal+, en fait, se fait un peu écraser parce qu'il n'arrive plus à produire suffisamment de séries pour attirer le consommateur, et en fait adopte un rôle de distributeur en fait. À cause d'une stratégie d'arrière-garde en fait. C'est ça. Et également des contraintes réglementaires qui sont un peu liées à l'héritage français de la réglementation de la télévision d'État. Ça on y viendra un peu après sur la nouveauté de Netflix par rapport au cinéma traditionnel, mais pour revenir un peu à ce que tu commençais à évoquer, Ivanov, sur la technique de ciblage que va faire Netflix sur ses abonnés ou sur ses potentiels clients. On parle souvent du fait qu'ils ont à peu près 100 000 mots-clés pour classer leurs séries ou leurs films, et ils classent également leurs abonnés par ce qu'ils appellent des communautés de goût, donc il y en a plus de 2000. Est-ce que c'est vraiment une nouveauté donc de classer, enfin de chercher absolument à donner à celui qui va visionner la série ce qu'il veut voir? Je pense pas que ce soit nouveau dans le principe, mais plutôt dans l'exécution. C'est-à-dire que je pense que c'est parmi les premières entreprises à le faire à si grande échelle et avec des volumes de données aussi importants, et que ça va leur permettre justement d'aller dans le sens de leur stratégie, de garder les gens abonnés en leur proposant des séries qui vont aller dans leur goût, aussi en orientant la production, en commandant des séries qui vont aller pour répondre au goût de leur principale communauté d'intérêt. Et ça c'est quelque chose de très nouveau, et en fait ils sont extrêmement forts, c'est leur principale force en fait, cette gestion des données, et comment ils l'utilisent pour conserver les abonnés, pour produire leurs séries, et comment cette stratégie est intégrée dans tout leur modèle d'affaires. C'est ultra optimisé. C'est le cinéma à l'âge du Big Data. C'est ça. L'exemple le plus flagrant par rapport à ça, c'est ils proposeront pas les mêmes vignettes de films et des séries
en fonction de l'utilisateur. Par exemple, si ils ont... Enfin, il y avait eu des plaintes en fait de la communauté noire aux États-Unis parce que souvent, en fait, comme l'utilisateur était noir, eh ben il mettait des vignettes de films où il mettait un acteur noir, donc un acteur noir qui était dans le film, alors qu'en fait c'était un personnage qui était tout à fait secondaire. Donc la communauté noire s'était plainte parce qu'elle disait, bah en fait vous nous mettez des acteurs noirs en vignettes de films qui sont juste des personnages secondaires et on se retrouve pas du tout avec ce qu'on veut. Donc le but de Netflix c'est pas vraiment de nous faire voir avec leurs algorithmes ce qu'on veut voir, mais plutôt de tout voir sur leur plateforme. Donc ils proposent des vignettes en fonction des gens. Si vous aimez plutôt Kevin Spacey, ben ils vont vous mettre la photo de Kevin Spacey. En ce moment, on l'aime plus tellement. Hein. Oui, voilà. Cet acteur ou un autre. Mais si vous aimez un acteur, on va plus le mettre lui en avant qu'un autre sur une vignette, par exemple. Ouais, il y a également c'était une phrase d'un des dirigeants de Netflix, si ce n'est d'ailleurs le dirigeant, qui disait qu'il fallait qu'il y ait du contenu qui puisse autant plaire à une grand-mère en Corée qu'à un petit enfant au Chili, qu'à je sais pas quoi, un teenage aux États-Unis, etc. Donc il y a quand même cette volonté d'avoir un contenu qui puisse plaire à tous, en même temps que chacun puisse y retrouver sa petite particularité ou son petit... ce qu'il veut y voir en fait. Ouais, et puis même en même temps, c'est l'optimisation économique. C'est-à-dire que si tu as un produit standard qui plaît à tout le monde, ça va être beaucoup plus facile et beaucoup moins coûteux de le produire. Oui, et puis on voit aussi que dans leur démarche, leur principale, leur priorité, c'est pas de produire des séries de qualité, de produire des séries d'auteurs, des séries artistiques, c'est de garder les consommateurs abonnés. Ça, ils le revendiquent totalement en fait. Ce qu'ils cherchent, c'est capter le temps d'attention du spectateur, et finalement, le contenu et sa qualité, c'est quelque chose de totalement secondaire. Oui, il faut vraiment rester dans l'optique que c'est vraiment commercial à la base, et que la question principale, ça reste l'argent. Et pourtant, en tout cas au début de Netflix, et même encore de temps en temps, une des grandes critiques positives qu'on peut en faire, c'est que justement, généralement, il peut y avoir du contenu un peu original, un peu de qualité. Je pense à des séries un petit peu connues, les premières qui sont un peu sorties, de type Narcos, ou des séries qui étaient bien ficelées, où on retrouvait finalement une intrigue qui était bien plus développée que dans beaucoup de films, que les films standards hollywoodiens qu'on allait voir au cinéma, sur lesquels on était un peu obligé de voir, faute de choix. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, de ce côté-là, un renouvellement du contenu ? Je pense effectivement, est-ce qu'ils ont aussi intérêt pour attirer de nouveaux consommateurs à proposer des programmes de qualité, parce que si on n'a pas des gros produits d'appel, on va jamais s'abonner à Netflix pour voir des produits un peu de remplissage de grille. Et je pense effectivement que leur modèle où on peut tout regarder de façon un peu binge-watching, regarder à la suite plusieurs épisodes, ça leur facilite aussi beaucoup le travail d'écriture, où en fait ils peuvent développer des narratifs beaucoup plus complexes que les séries, vous voyez les séries de la télé, en fait, les NCIS, les experts, les séries un peu comme ça, c'est des séries qui sont très contraintes par le format de la télé, où on va diffuser un épisode tous les mardis, et du coup, si on veut avoir des intrigues un peu longues, il faut prendre un peu de temps au début de l'épisode pour rappeler l'intrigue, et en fait, très souvent, ce qui se passe, c'est qu'on a ce qu'on appelle les procédurales, qui sont des séries où on a les personnages qui reviennent, donc un peu comme NCIS, comme toutes ces séries policières, mais en fait, l'intrigue tient en un seul épisode. Et en fait, le fait de pouvoir regarder sur internet à la suite des épisodes, ça libère extrêmement les contraintes d'écriture pour Netflix et ça leur permet de développer en un sens effectivement du contenu de qualité et de renouveler un peu le genre sériel. Oui, d'autant plus que Netflix libère l'intégralité de la série d'un coup, alors qu'à la télé, ils sont limités justement par l'outil, puisqu'ils publient un épisode par jour. Et forcément, il faut s'assurer que la série soit intégralement autorisée par la chaîne et qu'il n'y ait pas de blocage en fait par la suite si on veut faire un arc narratif long. Mais d'ailleurs, ils changent un peu, ils expérimentent, parce que certaines séries Netflix sortent un épisode par semaine. Donc je pense que c'est pour faire des tests, pour mesurer justement, en fait, sur l'addiction, qu'est-ce qui est le plus efficace pour garder les gens addicts? Est-ce qu'il faut leur proposer toute la saison, leur inciter à regarder tout en une semaine, ou peut-être justement à sortir les épisodes au compte-gouttes pour qu'ils restent abonnés plus longtemps en attendant la suite? C'est un peu logique de rationnement, en fait. C'est ça. Et puis pour revenir sur la qualité d'ailleurs, la grande force de Netflix aussi, mais là du point de vue professionnel, donc des réalisateurs, plus par rapport aux films qu'aux séries, c'est qu'en fait ils laissent une totale liberté aux réalisateurs qui prennent sur leur plateforme. Si Scorsese peut sortir un film sur Netflix, si les frères Cohen sortent un film sur Netflix et d'autres réalisateurs, c'est parce qu'en fait c'est ce qu'ils disent tous dans les interviews. Pourquoi vous allez sur Netflix? Bah parce que Netflix m'a passé de l'argent, puis ils m'ont dit bah tu fais ton film comme tu veux et nous on va pas t'embêter avec ça quoi. Donc c'est assez intéressant, je trouve. Ça se trouve pas ailleurs dans le monde, je crois. C'est une totale liberté où la production dit bah on vous laisse faire ce que vous voulez. Parce que c'est une des particularités de Netflix, c'est qu'à la fois ils
ils diffusent un grand catalogue de choix, mais également ils produisent leurs propres films et séries. Alors je crois que le chiffre c'est qu'aujourd'hui ils ont à peu près l'équivalent de 4 ans de temps de visionnage dans leur catalogue. Comment on explique cette telle profusion? Parce qu'ils peuvent pas produire autant que ça. Donc est-ce qu'on a également parlé du fait qu'ils pouvaient acheter des séries qui étaient produites autre part, etc. et se approprier? Est-ce que c'est vrai ça? Oui. C'est aussi peut-être un problème pour la France, peut-être qu'on va sur le sujet plus tard, mais c'est que la puissance financière de Netflix fait qu'ils peuvent racheter des maisons de production entières, et c'est ce qui passe aussi sur les producteurs français, c'est-à-dire qu'ils vont racheter des maisons de production françaises. Alors j'ai pas noté les exemples, mais en fait ce qui va se passer c'est que finalement on donne toute la production française qui a été financée entre autres par des chaînes de télé à un acteur étranger, ce qui peut être tout comme Disney est en train de racheter toutes les maisons de production de films, Netflix rachète les séries. Là, j'avais exemple personnel, j'avais eu l'occasion d'être sur Netflix en Espagne, d'avoir accès à un compte Netflix en Espagne, pour regarder un peu ce qu'ils proposaient. Et il y avait une série française de France 3, alors je sais plus ce que c'était la série. Et en fait c'était Netflix Originals en Espagne. Enfin, je trouvais ça assez incroyable quand même qu'une série française qui vient de la télévision française soit un contenu original Netflix dans d'autres pays. C'est quand même une stratégie assez incroyable. Ça a commencé un petit peu, Ivanov a évoqué le binge-watching, enfin la mécanique de l'addiction qui est mise en place par Netflix. En fait, le schéma classique qui est souvent présenté par les médias, c'est le type lambda qui entend avec des copains une série qui a l'air sympa, etc. Il veut la regarder, il sait qu'elle est sur Netflix, il va, comme tu le disais, s'abonner parce qu'il y a 30 jours gratuits, il dit qu'il va regarder cette série-là, et une fois qu'il a fait cette série-là, avant les 30 jours, avant même qu'il ait terminé cette série-là, dans le dernier ou l'avant-dernier épisode, Netflix va lui suggérer une série ou un film qui va ressembler à celle-ci, donc sur la base des critères qu'on a vus tout à l'heure, de classification, et du coup le but est d'agripper celui qui va visionner, pour le garder, pour qu'il regarde d'autres séries qu'il n'avait pas prévu de regarder à la base. Ouais, c'est extrêmement important parce que si sans ce mécanisme-là, en fait, notre consommateur va regarder sa série et puis il va s'en aller en fait. Alors que si on lui propose tout de suite, dans la minute qui a pris la fin de sa série qu'il a regardée, si on lui propose une nouvelle série tout de suite, c'est là qu'on va rentrer dans l'engrenage et ensuite par la suite créer l'habitude aussi. C'est-à-dire que si au bout d'un mois, tous les soirs ou toutes les semaines, on a l'habitude de regarder alors plus la télé maintenant, de regarder Netflix, ça permet de créer un peu une dynamique et en fait de conserver le consommateur abonné et ensuite de ce qui va rentrer un peu dans la masse critique financière de Netflix. En fait, ce qui est important pour eux, c'est d'avoir une masse énorme d'abonnés parce qu'ils ne sont pas énormément de profit par abonné en fait. Oui, et je pense que ce qui les différencie au final beaucoup des chaînes télévisées, c'est la façon de produire, puisqu'ils ont l'avantage d'avoir plus d'informations sur les consommateurs individuels. Et ils peuvent en prendre, comme ils ont un format accessible en streaming, c'est-à-dire que chacun choisit ce qu'il consomme, ils peuvent faire vraiment une dédiée à des communautés précises. Alors que la télé, ils sont forcés de faire pour les gens en général, puisqu'ils savent pas qui regarde précisément au final. Ouais, c'est-à-dire qu'à chaque fois que tu regardes une série et que tu vas cliquer sur un truc, c'est enregistré par le serveur Netflix, qui va trier, analyser la donnée, et donc toujours mieux cibler ce qui pourrait te plaire. Les mots-clés seront de plus en plus précis d'ailleurs. C'est ça, ouais. Et donc les groupes de vision aussi. Et plus on a de consommateurs, plus on a de données, plus cet algorithme va être performant. C'est exactement ça. Putain, c'est bien foutu. C'est prévu pour. Il y avait également beaucoup de... Alors c'était plus d'un point de vue presque médical, mais sur cette mécanique de l'addiction qui est mise en place, on avait trouvé que quand quelqu'un regarde, alors c'est pas que sur les séries, ça va être valable pour la télé, pour beaucoup de choses, mais quand on est dans une espèce d'attitude d'assister, quand on a juste à regarder quelque chose et que c'est très reposant pour le cerveau, il y a une hormone je crois que c'est l'hormone sérotonine, peu importe son nom, qui est très relaxante, qui fait que quand on regarde une série, donc non, c'est la dopamine. Mettons la dopamine. Qui va du coup être très relaxante. Et le fait de regarder de plus en plus, comme tu disais, ce rituel qu'on peut avoir tous les soirs, de se regarder sa petite série de 1 heure, voire plus, on va avoir sa petite dose de dopamine, qui fait que si un jour on ne regarde plus cette série, si on n'a plus son rituel du soir, on va avoir une situation de manque. Est-ce que c'est quelque chose qui est voulu, ça par Netflix? Je pense effectivement. Alors ça, sur les effets cliniques, je crois qu'il y a eu des études qui ont été faites. Alors c'était des études sur un panel de consommateurs pour mesurer les effets psychologiques. Et alors, le problème de ces études-là, c'est que les conclusions sont toujours à
à prendre avec des pincettes parce qu'on a assez peu de données là-dessus. Mais je pense effectivement que Netflix, alors si c'est pas voulu, en tout cas c'est un effet secondaire qu'ils sont très contents d'avoir. Non mais même si c'est pas voulu, de toute façon ça vient, et de toute façon rien que le numérique en lui-même a cet effet-là, et mais dans des proportions assez gigantesques, puisque par exemple on sait que tous les enfants nés après le milieu des années 2000 ont une structure du cerveau qui n'est pas la même que ceux d'avant, parce qu'ils sont ils ont un cerveau prévu pour le numérique, tellement la société s'est modifiée. Ouais, surtout en fait, c'est la politique de Netflix, puisque il y a une citation de Reed Hastings, donc qui est le PDG de Netflix, qui est assez incroyable. Lorsque vous regardez un show sur Netflix et que vous y devenez accro, vous veillez tard le soir. Nous sommes en compétition avec le sommeil de manière marginale, c'est donc une très grande réserve de temps. Donc c'est totalement assumé de la part de Netflix. Prenez de la coke et regardez Netflix. Et voilà, C'est bizarre parce que finalement on pouvait regarder la concurrence entre Netflix et Amazon Prime, mais effectivement, et comme tu l'avais dit au début de l'émission, Netflix il se voit pas forcément en concurrence avec d'autres services de streaming ou avec la télé, il se voit en concurrence sur tout ce qui prend du temps. Donc que ce soit le sommeil, le temps libre, la famille. Oui, parce que pour le reste, ils ont déjà le plus gros catalogue, donc quelque part les autres ils ont juste à ramer pour les rattraper. Ouais. Les autres ils sont très loin derrière. En fait, si vous voulez le simplifier, on pourrait dire que Netflix est en concurrence avec nous-mêmes, avec quasiment notre libre arbitre, si on veut. C'est vrai, d'une certaine manière. Parce que même sur les effets, pour continuer sur ces effets un peu sur la santé, donc il était montré que le fait de regarder des séries, à la longue, aménusait notre... alors je sais plus les termes exacts, mais c'est un peu notre résistance à l'intrigue. C'est-à-dire plus on va regarder de séries, plus on va être sensible. D'ailleurs c'est quelque chose que tu as déjà très observé, si vous avez connu dans votre entourage, des gens qui enfant regardaient beaucoup la télé. C'est souvent des gens qui sont extrêmement émotifs et qui sont très peu résistants aux aléas de la vie, aux nouvelles, etc. Et on a ce phénomène-là avec Netflix, avec les séries qui est bien plus amplifié. On va être de plus en plus sensible à l'intrigue et vivre en fait ce que vivent les personnages j'ai pas le mot, par procuration, merci. Et donc on a en fait un phénomène qui s'alimente lui-même, c'est-à-dire que si on regarde pas la série, on a un phénomène de manque et de stress. En même temps, en regardant cette série, on va également avoir un phénomène de stress ou de joie procuré par procuration par la série. Donc carrément une phénomène en fait, de vie par procuration, de vie virtuelle, qui va être donnée par l'intrigue de la série. Mais est-ce que c'est si différent que ça, en fait, que de vivre par procuration les aventures de Tintin en lisant sa BD ou dans un roman? Alors, c'est différent parce que il y a l'outil technologique du numérique, justement, c'est le principe. Je me rappelle plus le bouquin, il faudrait que je le retrouve. Voilà, c'est direct. À savoir La fabrique du crétin digital, donc par Michel Esmerger qui explique ça très bien. L'influence justement que le numérique, à savoir la télé, les smartphones, les ordinateurs a eu justement sur les enfants et les adultes et comment ça a profondément modifié la société et notre façon d'interagir. Et c'est désastreux justement, tous les enfants qui ont grandi uniquement autour de la télé se sont bousillés le cerveau, très clairement. Alors que il y a pas le fait de découverte, c'est hypnotisant. Il était prouvé que en fait, contrairement à un livre, sur 1 heure de lecture, t'as 45 minutes d'apprentissage. Par rapport à la télé, t'as un quart d'heure. Donc clairement, c'est pas le même rapport. Oui, puis ça c'est quelque chose qu'explique très bien Lipsy, c'est l'effet de l'écran qui rend hypersensible, qui rend notamment associable, parce que, comme tu le disais tout à l'heure, c'est Flanders. Regarder les séries, c'est généralement quelque chose qui se fait seul. On a moins d'efforts à fournir peut-être aussi. Et c'est surtout très reposant en fait. C'est l'exemple typique que tu donnais, Ivanov, quand quelqu'un rentre du boulot, il est crevé, il a pas envie de se prendre la tête. Comme je disais dans ma petite introduction, il a pas envie de sortir, sortir c'est l'aléa, on n'est pas sûr d'avoir une bonne soirée, de voir les gens qu'on a envie de voir. Au moins la série, l'intrigue, je sais ce que je vais voir, je sais que je vais avoir ce que j'ai envie de voir. Donc c'est beaucoup plus reposant et le cerveau choisit évidemment la solution de facilité. Puis maintenant c'est presque la honte de pas avoir Netflix. Si t'es à une soirée, bon, peut-être plus avec les plus jeunes, ceux qui ont la vingtaine ou les adolescents, mais les gens parlent de séries, alors tu te sens obligé de regarder aussi les séries, parce que sinon tu participes pas à des heures de discussion par rapport aux personnages, à leur développement. Quand t'as rien à dire à quelqu'un, tu parles série, tout le monde a quelque chose à dire. Après, voilà, c'est ça. Je pense que c'est aussi un peu une problématique plus large de la culture ou de la culture de masse, parce qu'en fait, on pouvait parler de livres, on pouvait parler de cinéma. Maintenant, le format dominant audiovisuel, c'est la série. Et le problème, enfin, en tout cas, le fait est que la série, c'est essentiellement Netflix. Où en gros, ils ont un pouvoir qui est énorme sur la production de séries par rapport à ce que pouvait être le cinéma, on a peut-être Disney dans le cinéma qui a un pouvoir comparable, mais...
Même si au final, il y a une forme de résistance par la qualité, puisque les chaînes, justement ce que proposent les chaînes, de plus en plus sont vraiment des produits de qualité où est-ce que tout est bien travaillé. Que ce soit des chaînes comme Canal+, bon maintenant ils sont en alliance plus ou moins avec Netflix. Alors seulement pour le distribuer. Voilà, mais quand tu regardes les séries en général Canal+, elles sont généralement de très bonne qualité. La force de l'exception française. Ça, voilà. Mais Mais Netflix fait des même séries au-delà de très ça, bonne tu qualité. prends par exemple les séries de Arte, les séries historiques de Arte sont souvent très bonnes aussi. Et bon, c'est franco-allemand, vous me direz. Mais ça reste quelque chose qui produit de la qualité sans la quantité. Ça peut-être que c'est ça la clé en fait, c'est que Netflix en fait produit également de très bonnes séries, mais qui sont diluées par en fait leur obligation de produire une quantité faramineuse de séries pour garder cette masse critique d'abonnés, leur proposer tout le temps quelque chose de nouveau. Là où finalement Arte va produire assez peu de séries et du coup peut-être qu'on y voit seulement les séries de qualité. Sur ce que tu disais, le format de la série, c'est aujourd'hui le format qui est dominant. Alors, il y a toujours ce débat de savoir si c'est l'invention qui est créée par le temps ou le temps qui crée l'invention. De fait, aujourd'hui, est-ce que les gens ne sont pas, par manque d'attention, de capacité d'attention, ne sont plus capables de se regarder un grand film comme, je sais pas, le Docteur Jivago qui va durer 3h30 ou autant n'importe le vent? Est-ce que le format de série de 45 minutes, 1 heure, qui peut d'ailleurs se regarder À la suite, c'est ça. à la suite et que ça peut durer 6 heures, on sait pas, mais est-ce que c'est pas justement un format qui s'est adapté à la capacité de... Alors, attention. je pense pas que ce soit la qualité d'attention, je pense que c'est plutôt le temps disponible au final. C'est ça. Puisque les gens travaillent de plus en plus, les femmes travaillent aussi, les enfants sont plus dehors, il y a plus d'activités extrascolaires. Il y a plus de concurrence pour Mais ce la temps preuve, c'est que Netflix produit des films de 3 heures comme The Irishman qui marchent très bien. Oui, et d'ailleurs, The Irishman, il y avait un journaliste qui avait publié un article où il disait, bah voilà, vous pouvez le regarder en série, et il avait découpé le film en épisodes. Et en fait, ils se sont rendus compte avec leurs données que The Irishman, les gens ne le regardaient pas en une seule fois, mais en plusieurs, comme si c'était une série en fait. Donc vraiment, en fait, c'est vraiment le temps disponible pour le loisir qui a changé. Effectivement, on voit aussi dans le cinéma, les gros blockbusters sont longs aujourd'hui. Mm. Là, je pense au plus gros budget, aux Star Wars, aux films comme ça, c'est des films qui sont extrêmement longs. Qui durent Oui, plus c'est de 2 heures deux en heures. général. Donc en fait, je pense que c'est... Au contraire, même, on a plutôt envie de capter le spectateur pour le plus longtemps possible et du coup de lui proposer soit des séries longues de plusieurs épisodes, soit des films longs qui se suivent entre eux pour le garder le plus longtemps possible et pas l'envoyer chez la concurrence. Bah, le principe, en fait, c'est qu'il y a tellement de concurrence, maintenant tellement de production, que le produit doit se différencier et donc on fait des narratifs de plus en plus compliqués, de plus en plus complexes, pour que justement les gens soient attirés par le produit. Parce qu'on ne peut plus se contenter d'un produit médiocre qui est produit à l'infini. Et là, je pense aussi, c'est peut-être le moment de parler de ce côté un peu stérilisation du cinéma aussi, où pour fidéliser le consommateur, on voit certains gros producteurs de cinéma comme Disney, typiquement, tirer à profit des franchises et en fait d'emprunter au code de la série pour leur production cinématographique dans les grandes franchises comme le Marvel univers, où en fait on a tous ces films de super-héros qui se suivent, on a le 1, le 2, le 3, on a aussi des liens entre les différents films de la franchise, on a la même chose avec la franchise Star Wars, où on a cette fameuse saga qui commence depuis 40 ans avec les films qui suivent, mais qui est aussi complétée par d'autres films annexes à côté, pour justement en fait, où en fait ça correspond totalement à un emprunt des codes de la série pour que le spectateur regarde les films à la suite. Oui, comme ça ils se retrouvent, et ça au dépend de l'originalité. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'on tue les petits producteurs qui pourraient produire quelque chose d'original, ou même les gros d'ailleurs. Hein. Ouais. C'est-à-dire qu'au lieu de produire des choses originales, mais à risque, on prend un produit standard, mais dont on sait qu'il plaît. Mais ça c'est quelque chose qui est très vieux dans le cinéma en fait, où une des problématiques du cinéma... C'est même pas propre au ça- cinéma au final c'est d'ailleurs. Oui, mais en fait, c'est un secteur où c'est très risqué. C'est-à-dire qu'on va investir dans les grosses productions hollywoodiennes, c'est des centaines de millions de dollars. En France, on est plutôt dans les dizaines de millions d'euros, mais ça reste du budget très conséquent qui peuvent faire un flop total. Et en fait, on a toujours cherché des mécanismes pour mitiger ce risque, en fait. Alors, soit en prenant des acteurs avec un nom connu, bah, aujourd'hui, c'est en faisant Spider-Man 2 plutôt que produire un nouveau Oui, film c'est original. que clairement on n'est plus dans des mécènes qui financent de l'art, mais dans de l'art qui est devenu un business, et donc l'argent passe avant tout. Il faut que ça soit rentable. Après, est-ce que les films gros budget sont de l'art, ou en tout cas sont à considérer au même titre que des films d'auteur? Parce que finalement, les films Bah, c'est d'auteur ça le problème maintenant. ne coûtent pas forcément cher à produire. Parce qu'il fut un temps où les films gros budget, c'était pas de la mauvaise qualité. Quand on regarde par exemple Autant n'importe le vent, il a coûté des millions. Quand on regarde le Barin, ça a coûté des millions. Mais c'était des films énormes. Bah, le relancement du cinéma hollywoodien dans les années 70 avec le nouvel Hollywood, c'était des films d'auteur,
et qui étaient à petit budget parce que ils arrêtaient pas de faire des péplums qui avaient des énormes budgets avec des castings incroyables et des centaines de figurants. Et puis finalement, en fait, ils étaient coincés parce que ils arrivaient plus à enflouer les caisses, en gros. Et donc, ils se sont mis à aller chercher les petits auteurs qui commençaient à émerger, et c'est là que ça a eu du succès. Et après, Star Wars est arrivé, donc là, on a eu le tout nouveau genre de blockbuster avec des suites, tout ça. Alors pour Blockbuster revenir de qualité. sur le cinéma, du coup, pour attaquer, est-ce qu'il y a du coup, des cinémas soit nationaux, soit des firmes particulières qui arrivent à résister à ce rouleau compresseur financier? Je pense que, alors bon, Hollywood et Disney, je pense que c'est un très bon exemple, qui sont peut-être même plus puissants financièrement que Netflix. Mais pour revenir à l'exemple français, je pense que c'est peut-être aussi une force de l'industrie française d'avoir su conserver un des plus gros cinémas au monde, d'avoir ce système de financement bon, qui a ses problèmes, mais qui permet quand même de financer, je crois qu'on fait plus de 300 films en France chaque année, qui sont de qualité variable, mais c'est quand même une industrie extrêmement productive. Et il y a peut-être justement matière à concurrencer les séries et les acteurs internationaux avec cette exception française et le cinéma extrêmement dynamique qu'on a aujourd'hui. Je crois d'ailleurs que le festival de Cannes avait fait un peu la gueule à Netflix, non? Oui, ça fait longtemps qu'ils leur font la gueule. 2017. Et il y a une citation d'Edouard Baird qui est pas mal, où il avait dit: le cinéma, c'est la salle de cinéma, c'est le collectif, la chaleur humaine, c'est sortir de chez soi, ce miracle-là, plutôt que de rester là à manger des pizzas en regardant Netflix. Donc de la part du Festival de Cannes, c'était quand même assez clair, Netflix, allez vous faire foutre. C'est toujours intéressant en fait de voir que Netflix n'a jamais essayé de sortir des séries en salle. En fait, il y avait cette idée pour Game of Thrones, je crois, de HBO, où ils voulaient sortir la dernière saison en salle de cinéma, ça s'est pas fait finalement. Et alors, la question c'est est-ce qu'on n'a pas forcément une spécificité du cinéma qui fait que ça fonctionne beaucoup en salle, là où les séries fonctionnent peut-être mieux devant sa télé avec une pizza et ne fonctionneraient pas en salle, ou alors peut-être que c'est quelque chose qu'on verra par la suite, des séries en salle. Le principe de la série, c'est que c'est un format libre en fait, c'est un format que tu as le temps de regarder déjà parce que c'est moins long qu'un film et que tu regardes entre deux choses au final. Alors que le film, c'est quelque chose que tu prends vraiment le temps de te poser dedans. C'est un événement. Voilà. Même si maintenant, justement, comme tu as dit Becker, les gens le regardent en plusieurs fois parce qu'ils regardent ça, ils ont l'habitude au contenu série, donc du coup ils regardent les films maintenant, ils ont été conditionnés quelque part par la série, par le format série. Mais au final, le format en salle, ça pourrait marcher sur des séries événements, oui je pense. Il y a le côté addictif qui joue et le côté fan club maintenant qui est tellement présent sur les grosses séries, oui je pense que si Game of Thrones l'avait fait, il y aurait eu des gens pour le faire. Le premier épisode en salle et abonnez-vous à Netflix pour voir la suite. Mais même le reste, à 10€ la page, je peux t'assurer qu'ils seraient d'accord pour le vendre en salle, hein. Toute la série là. C'est intéressant la citation que tu viens de faire du Festival de Cannes, parce que du coup on a vraiment cette idée, un peu comme tu t'expliquais Ivanov, que finalement ce format de série s'adapte au temps que peut avoir le public, le temps que le public a disponible dans sa journée. Est-ce que Netflix n'est pas un peu un outil finalement qui renforce l'isolement? On est dans une société très libérale, très individualiste. Est-ce que c'est pas un outil qui va renforcer l'isolement de celui qui va visionner? Justement, il ira plus au cinéma, il ira plus louer son petit DVD dans sa boutique, il ira plus discuter avec le loueur pour lui échanger un peu sur sur les films, sur des goûts, etc. En fait, Netflix devient son seul interlocuteur qui lui choisit lui-même ce qu'il va regarder, ce qu'il va vraiment aimer. Est-ce que c'est pas un outil donc qui renforce cet isolement-là finalement? C'est peut-être quelque chose à mettre plus sur le compte du numérique, comme tu disais tout à l'heure. Parce que finalement, on pourrait aussi développer l'argument inverse, que Netflix permet également la discussion entre les gens où on va utiliser les séries comme moteur de conversation et au contraire plutôt sociabiliser. Mais grosso merdo, tout le monde regarde à peu près la même chose en fait, Ça. si on réfléchit bien. Bah c'est le principe, c'est pour pouvoir en discuter, il faut regarder la même chose. Mais oui, non, mais il y a le problème de l'homme et la machine. Très clairement, c'est un isolant. Mais même s'il n'y a pas la série, est-ce que l'homme ne le ferait pas déjà? Parce qu'il y a d'autres produits de consommation par ordinateur, il y a des jeux vidéo, même les films, on peut les regarder seul chez soi dans la machine. Ça reste plus confortable et moins cher que d'aller au cinéma. C'est une solution de facilité au final. Donc c'est toujours la technologie qui facilite le confort et donc qui n'incite pas à l'action. Donc je suis pas sûr que la série soit propre, juste ça accentue sûrement le mouvement en fait, tout simplement. Le fait que ce soit des durées plus longues peut-être. Ouais. Seulement, mais effectivement, tel que le moteur d'isolement, ce serait plutôt la connexion internet à haut débit et les écrans d'ordinateur. Et surtout que pour les débits, Netflix fait des gros tests où en fait ils imaginent toutes les situations possibles et imaginables
avec les débits par exemple, et en fait ils changent le débit en fonction des scènes aussi. Par exemple une scène d'action à gros budget va avoir besoin de plus de débit qu'une simple scène de dialogue, donc Netflix, ce qu'ils font c'est que ils vont élever le débit quand il s'agit d'une scène d'action, et dès qu'il y a des scènes un peu moins fortes, ils vont baisser le débit. Et donc ça permet aux gens qui soient dans Paris ou dans un patelin paumé d'avoir Netflix à un assez bon débit pour pouvoir regarder des films et des séries. Le but c'est d'éviter la frustration du consommateur. Oui, c'est ça. Avoir le petit chargement sur l'écran. Au niveau du contenu de ces séries en tant que telles, ou de ces films, est-ce qu'on peut y voir une évolution presque du message politique? On a vu qu'il y avait des séries de plus en plus, alors je sais pas, qui vont de plus en plus parler mettons des minorités ethniques, je pense à Orange is the New Black par exemple, ou des minorités sexuelles, ou qui vont essayer d'être de plus en plus dans la transgression, alors qu'est-ce qu'on a comme exemple? C'est Sex Education dont on parlait tout à l'heure. Est-ce qu'on n'a pas justement une avancée du message politique un peu qui sort? Je suis pas sûr que ce soit propre à Netflix pour le coup. J'en vois est-ce qu'ils osent pas plus le faire avec justement ce contenu qui est beaucoup plus ciblé? Ouais, non, c'est peut-être parce qu'ils produisent plus que ça se voit plus au final. Mais après oui, l'agenda politique dans le cinéma, ça n'a rien de neuf. Au final, Hollywood, c'est quand même le rouleau compresseur culturel des Américains. Star Wars. Star Wars, voilà, évidemment. Donc oui, les Américains ont un mode de vie et ont une orientation politique qu'ils imposent aux autres et qui forcément se retranscrit dans leur société. Donc Netflix est une entreprise américaine, forcément il faut passer des messages américains. Que je pense notamment à même dans les milieux un peu de droite, on a souvent des séries qui en sortent comme ça. Je pense par exemple à Peaky Blinders, Game of Thrones évidemment. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Les bikers, Sons of Anarchy, même The Walking Dead, etc. On a souvent des séries qui en sortent comme ça en disant tiens ça y est, c'est sympa, on a enfin un contenu qui nous plaît. En gros c'est pas un truc de gauchias un peu chiant avec une moraline hollywoodienne vue et revue. Enfin il y a un truc un peu street, ça parle de quelque chose, et en plus ça nous ressemblerait théoriquement. Et souvent à partir du, je sais pas, à partir de la 8ème saison, quasiment les derniers épisodes de dernière saison, on aura l'apparition, je sais pas quoi, d'un héros qui va se révéler homosexuel, de telle héroïne qui va aller avec, il y aura des couples métis ou des machins, ou même une morale, finalement une fin de l'histoire qui va racoler en fait à un message très politiquement correct, alors que tout le contenu à la base, et qui était pour attirer le droitard, le public, pour lui donner ce qu'il avait envie de voir. Mais alors juste, effectivement, comme on l'a dit au début, de toute façon, il y a le Big Data qui est derrière, donc il cherche à faire des séries pour chaque communauté. Donc de base, on attire les gens pour faire une communauté qui a pris. Mais après, le but c'est de faire de chaque série un consommable pour d'autres communautés. Le but c'est que un maximum de gens veuillent voir la série. Donc forcément, les premières séries sont dédiées à un public dédié. Et après, ça évolue pour que un maximum de gens regardent. Donc oui, forcément, tu prends des séries comme comment dirais-je, comme Vikings qui au début sont quand même assez viristes, puisque c'est les Vikings qui partent conquérir l'Angleterre, qui butent tout le monde, et au final tu fais entrer des logiques féministes avec les Machine Maiden, même si c'est pas historiquement correct, on s'en fout, mais ça permet aux femmes d'avoir envie de regarder la série. Voilà, le but c'est vraiment, faut bien se dire que l'idée c'est vraiment l'argent derrière, c'est vraiment l'économie, et oui, il y a peut-être l'agenda politique qui est propre au monde du cinéma, puisque c'est plutôt un monde quand même qui est à gauche sociétalement parlant, mais je pense que c'est avant tout l'argent. Qui est peut-être propre aussi aux gens en fait, sur que même de façon inconsciente, si le scénariste, si les producteurs sont des gens qui sont plutôt une sensibilité de gauche, qui vont être sensibles à ces problématiques-là, ils vont consciemment ou inconsciemment vouloir le remettre dans leur œuvre. Et Netflix, effectivement, je pense que du côté corporate de Netflix, ce qui les intéresse, c'est qu'un maximum de gens regardent leur série, c'est tout. Oui, mais et en fait ça n'a pas d'âge, parce que par exemple quand tu regardes le Cheval Sixteen, c'est quand même fait par des mecs qui sont pas tellement homosexuels, et pourtant Michel-Ange c'est pas gêné pour faire passer des messages. Donc l'art, oui, ça véhicule autant la vision du commanditaire que de l'exécutant. Parce que j'en pensais à une citation également d'un des dirigeants de Netflix qui avait financé le film Banlieusard en France, et je crois qu'ils sont en train de produire, ou qu'ils ont déjà produit, un film sur Arsène Lupin, et dont l'acteur Arsène Lupin sera joué par Omar Sy, qui arrive décidément à se glisser dans tous les films. Et ce responsable de Netflix disait qu'il était content et que c'était un de leurs objectifs de montrer la société française dans toute sa diversité. Alors il s'agit pas de nier le réel et de ce qu'est la France malheureusement aujourd'hui. Dans Sex Education, le personnage français s'appelle Raïm. Faut quand même le noter. En même temps, quand la majorité des noms, quand le nom le plus donné en région Île-de-France en 2018, c'est Mohamed, oui, c'est une réalité. Hein. Oui, oui.
Mais il se trouve que de fait, donc c'est vrai qu'on pourrait voir ça finalement comme une simple logique mercantile. Il s'adapte à la réalité de ce qu'est devenu la France, l'Occident et peu importe, pour finalement être sûr d'être regardé. Oui, mais c'est la logique libérale. Eux, ils veulent vendre, le reste, ils s'en foutent. Star Wars fait la même chose, hein. C'est un très bon exemple, Star Wars. Hein. S'il y a de plus en ce que j'ai remarqué, c'est que dans les nouveaux Star Wars, quand vous regardez Rogue One ou les derniers, il y a beaucoup plus d'asiatiques qu'avant. Mais ça, c'est une volonté d'être sur le marché chinois. Parce que si vous arrivez à vendre un film en Chine, bah ça vous fait quand même D'ailleurs, des millions et des millions d'entrées. Une anecdote marrante sur le dernier Star Wars, c'est que si on regarde, je sais pas si vous avez fait attention, sur la scène de fin, on voit des couples homosexuels s'embrasser. Spoiler. Homosexuels, femmes et hommes s'embrasser. Et en fait, ces scènes-là ont été retirées de la version proposée à Singapour et en Chine. Manqué. Bah, ils ont tenté, hein. Bon, Mais ils ça- ont été retirés par Disney, hein, pas censurés. C'est-à-dire qu'ils ont proposé une version différente en omettant ces scènes-là, spécifiquement pour le marché chinois. Et ils ont laissé pour le marché américain. Et ils ont laissé pour le marché américain. Intéressant, puisque Disney en général est plutôt famille sur le marché américain, donc c'est étonnant qu'ils laissent passer ça. Bon, ça montre une évolution peut-être des mentalités aux États-Unis. Alors j'avais une dernière question qui était un peu plus personnelle. On l'a déjà un petit peu évoqué, mais vous qui êtes des cinéphiles chevronnés, j'imagine. Finalement, Netflix, bien ou pas bien? Au niveau du contenu, au niveau du cinéma, est-ce que c'est quelque chose qui va renouveler qui renouvelle le format, qui renouvelle les intrigues, qui renouvelle la façon de faire du cinéma? Ou est-ce que c'est une aseptisation et plutôt une universalisation des goûts? Moi, je pense que il y a beaucoup de bien dans Netflix, dans le renouveau qu'il donne à la série, à ce format-là. Il y a effectivement le problème de la quantité, en fait, où on a énormément de produits de remplissage pour peu de produits d'appel de très bonne qualité. Mais je pense que c'est quelque chose de très positif pour les séries. Après, pour le cinéma, c'est une concurrence qui va être rude. Et il faut réussir à lutter contre Netflix pour le cinéma. Et peut-être le problème, c'est qu'on risque de se retrouver avec des producteurs de cinéma comme Disney qui finalement font du Netflix, entre guillemets, plutôt Bah. que de... Mais au final, est-ce que c'est pas le champ du signe du cinéma, tout simplement? Est-ce que, par exemple, quand la photographie a remplacé la peinture, bah oui, c'est un fait, la photographie était un outil plus performant. Et au final, est-ce que la série et Netflix sont pas plus performants que le cinéma? pour du programme de divertissement, et peut-être que effectivement le cinéma restera un art Oui, comme c'est la ça. peinture aujourd'hui, Oui, et c'est perdra ça. sa dimension un peu fonctionnelle de culture de masse. Est-ce que c'est pas une bonne chose au final? Moi, je déteste Netflix, pour être assez franc. Enfin, je suis... T'es encore on va très dire- DVD toi je crois. Je suis très DVD en fait, je suis amoureux du format physique et ce qui me rend triste c'est Ah, qu'en moi, je fait... préfère les VHS. Hein. Non mais ce qui me rend triste avec Netflix c'est vraiment comme on disait la perte de relations humaines dans le sens où ça me fait chier de voir The Irishman sur un streaming sur mon ordi. J'ai envie de le voir au cinéma ce film, c'est un Scorsese, c'est quand même pas rien. Et puis ce que je trouve très triste en fait, c'est pas seulement Netflix en fait, c'est tout le phénomène du streaming, qu'il soit légal ou illégal, parce que de toute façon c'est le même problème finalement. C'est Après, que, on est pirate ou on l'est pas. Hein. mais c'est en fait le petit loueur ou vendeur de DVD à côté de chez toi, ou le cinéma indépendant à côté de chez toi qui crève en fait. Ben, on le voit bien, hein, il y a plus de location de DVD, ça n'existe plus, mais il y en a presque plus, ou alors il y en a peut-être encore quoi, un ou deux en France. Et encore. Et moi j'aime beaucoup aller dans un magasin et puis discuter avec un vendeur. Alors tout le monde n'est pas obligé de le faire, hein, discuter avec un vendeur. Et là c'est quand même quelqu'un de passionné qui va me conseiller des films en particulier. C'est pas des algorithmes, c'est pas la machine qui va me proposer en fonction des choix que je suis en train de faire. Donc pour moi c'est un problème à ce niveau-là. Ça permet en fait d'avoir des surprises, quelque part. Oui voilà c'est ça. Et d'une autre Et manière du lien après... social, parce que c'est une mécanique que tu vois dans à peu près tout dans la société aujourd'hui, parce que maintenant, Amazon, par exemple, tu m'excuseras, je te coupe, hein, Amazon, maintenant, fournit des produits d'épicerie. C'est-à-dire qu'il vous livre les produits d'épicerie, c'est-à-dire que vous n'avez même plus aller voir votre Franprix ou l'épicier du coin. Même ce contact humain-là, vous ne l'aurez plus. Mais oui, Déjà, vous l'avez c'est- plus beaucoup parce qu'ils mettent les caisses automatiques. Maintenant, c'est nada, tout arrive directement chez vous. Non mais c'est exactement ça le problème. Mais après, ce que je trouve pas mal quand même avec Netflix, c'est le côté on laisse une totale liberté à nos auteurs. Mais ce que je trouve bien, du coup, c'est que ça obligerait peut-être les productions américaines aujourd'hui à fonctionner comme ça. Et on voit quand même que la télévision française a de
plus en plus envie de faire des bonnes séries françaises, parce que justement ils ont peur que Netflix les écrase. Donc d'une certaine manière, ça donne, il y a ce côté positif de ça pousse les productions à faire du bon contenu. Oui, puis quelque part, ça reste une production de masse américaine qui était déjà pas terrible à la base, donc au final... Oui, oui. Non mais après, si Netflix écrase Disney, pour moi c'est très bien, parce que Disney c'est aussi un énorme problème du point de vue du cinéma. Ah là, je suis pas sûr, parce que Disney rachète tellement tout le monde en ce Non, moment. non, mais ils vont bien pas racheter Netflix. Ils vont pas racheter Oui, Netflix. non mais je dis pas qu'ils vont écraser Disney, mais... Sauf si Amazon les rachète avant. Oui, voilà. Non, parce que bon, après oui, c'est encore une fois, c'est un retour à l'économie et aux réalités du libéralisme, c'est que c'est le gros mange le petit, et on est quand même sur une querelle de gros, au final, et on ne sait pas qui... Si ça se trouve, c'est Google qui va racheter tout le monde, donc on ne sait pas. Et sachant qu'Apple est en train d'arriver avec son Apple TV+, donc... Ouais, mais Apple, ils ont quand même beaucoup de retard dans beaucoup de secteurs, et pour le coup, Oui. je pense pas qu'ils rattraperont le retard. J'y crois pas énormément, mais bon, on sait jamais. En vrai, la grosse question, c'est Disney, Google ou Amazon. Parce que Amazon va sortir sa série sur l'univers de Tolkien, donc ça risque de faire très très mal à Netflix. Sous réserve qu'elle soit de bonne qualité, En parce fait, que oui. ça dépendra de ce qu'en disent les fans, en fait. C'est effectivement ce qui manque à Amazon, typiquement. Parce qu'on parlait de la qualité des séries, je pense que la qualité des séries Amazon est en fait, un peu en deçà, et ce qui fait qu'ils ont du mal à attirer les consommateurs. Bah, ils en ont qu'une seule, de toute façon, une bonne série pour l'instant, c'est The Man in the High Castle, et c'est la seule qui attire les gens. Hein. Mais qui connaît les séries Amazon? Qui C'est parle ça. des séries Amazon pour l'instant? Bah, personne. Très bien, bah, personne m'a demandé mon avis, mais je vais quand même le donner, parce que je vous en avec c'est mal chef. Non, mais comme vous l'avez dit, donc il y a du bon et du mauvais avec l'effet des séries et l'effet Netflix. Pour revenir un peu moi sur ce qui me tenait plutôt à cœur, cette logique d'addiction. Disons que la machine, c'est toujours un peu pareil, c'est qu'il y a du bon, mais il faut savoir le contrôler, il faut savoir le maîtriser et pas être maîtrisé par la machine. Et rappelez-vous que toute intrigue, d'ailleurs c'était un peu l'idée de mon titre, Netflix is the new porn. J'ai toujours considéré que chaque porno que vous regardiez vous éloignez de la femme que vous pourrez un jour baiser en vrai. Et ben en fait, le principe des séries c'est un peu la même chose. Chaque série, chaque intrigue que vous regardez chez vous, en train de bouffer votre pizza, votre putain d'Uber Eats, tout seul, devant votre écran, ça vous éloigne de toute aventure réelle que vous pourriez vivre dehors avec des vrais gens dans la vraie vie. Donc, les séries, le divertissement, c'est important, il y en a besoin, dans ce monde qui peut être un peu triste, évidemment. Mais j'ai envie de dire à consommer avec parcimonie, privilégier toujours un bon bouquin, ou privilégier toujours la vraie vie. Il y a des choses qui se passent dans ce monde, des choses bien intéressantes. Il y a toujours des bars ouverts. Hein, il y a toujours des bars ouverts, il y a toujours des bagarres et des belles manifestations, il y a toujours des meufs à draguer dans la vraie vie. Privilégiez le réel. Et n'oubliez pas, si vous écoutez cette radio, c'est que vous êtes de la résistance.